des sales souvenirs dans lesquels je me replonge là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais classer mes lectures obligatoires de licence de lettres. On va reprendre tout simplement le principe de la tier list et j'ai décidé de la diviser en 3 catégories. La catégorie je brûle, c'est-à-dire vraiment les ouvrages nuls, ennuyeux, qui n'apportent absolument rien. Ensuite, on va avoir la catégorie j'archive. Alors ça, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que ça n'a pas été des gros coups de cœur, mais je peux reconnaître un petit peu l'apport et l'intérêt. Et la dernière catégorie, ça va être j'expose. Et là, on va tout simplement placer mes énormes coups de cœur, mes révélations littéraires. Je ne veux pas vous parler de toutes les œuvres que j'ai pu étudier pendant mes 3 années de licence. Je vais me concentrer sur les œuvres intégrales qu'on a étudiées. Et surtout, j'ai dû faire une petite sélection puisque il y en a certaines que je n'ai tout simplement jamais lues. Désolée mes profs. Et il y a certains livres que j'ai revendus ou que j'ai donnés et que j'ai sûrement aussi oubliés par la même occasion. J'ai pas forcément trié les livres dans un ordre très logique. Je vais juste les prendre un par un dans la pile qui est juste là, hors cadre. Je n'aurai évidemment pas le temps de m'attarder sur chacun d'entre eux. Je vais essayer de vous faire un petit résumé si je m'en souviens. Et sinon vous expliquer pourquoi je les mets dans telle ou telle catégorie. Première œuvre, il s'agit du roman d'Annie Ernaux, La femme gelée. Et j'ai décidé de le placer dans la catégorie j'archive. C'était mon premier Annie Ernaux et maintenant que j'ai lu plusieurs autres ouvrages d'elle, notamment L'événement qui fait partie de mes livres préférés de tous les temps je pense, et bah j'avoue que celui-ci je le trouve un peu moins bon. Elle va parler de son rapport à sa condition de femme, notamment la période où elle était professeure et ensuite celle où elle a eu des enfants. Bref, c'est un témoignage très intéressant, mais si vous n'avez jamais lu Annie Ernaux, je vous conseille pas forcément de commencer par celui-là, mais de commencer par un ouvrage plus petit, notamment L'événement ou La place que j'ai préféré. En tout cas, j'archive. Intéressant mais pas forcément mémorable. Deuxième livre ici, c'est une pièce de théâtre de Pirandello qui s'appelle 6 personnages en quête d'auteur. On est sur du théâtre italien et clairement métatextuel puisque le principe de la pièce, c'est justement une troupe de théâtre et un metteur en scène qui vont vouloir mettre en scène une pièce. Sauf que là, 6 personnes vont débarquer et il s'agit des personnages que les acteurs vont devoir jouer. On est clairement sur une pièce un peu what the fuck qui défie les codes du théâtre. Je me souviens l'avoir trouvée très intelligente, très drôle et très pertinente. En plus, le théâtre italien, ça change, j'en avais jamais lu avant et j'avoue que cette pièce a été une très bonne découverte. C'est pourquoi je vais la placer dans la catégorie j'expose. Je vais vous parler maintenant d'une œuvre de littérature médiévale. Il s'agit des Laits de Marie de France. Ce sont des poèmes qui racontent les exploits de chevaliers. Il va être aussi question de créatures magiques, de fées, mais aussi de loups-garous. C'est une œuvre qui emprunte beaucoup aux légendes arthuriennes, mais aussi d'autres légendes celtes et bretonnes. Ce sont des histoires assez courtes, mais elles peuvent être difficiles à comprendre puisqu'elles sont rédigées en ancien français. Je sais pas s'il existe une version modernisée du texte. Ça pourrait être intéressant pour vous si vous touchez pas trop à l'ancien français. D'ailleurs moi non plus je suis pas hyper douée. Et bref. Cette œuvre je vais aussi la mettre dans j'expose puisque j'adore tout ce qui concerne la mythologie, les créatures fantastiques. Bref, une œuvre que j'ai adoré découvrir et j'avoue qu'il y a certaines histoires que j'aime bien relire aussi, notamment le lait du biscavret. Donc c'est l'histoire d'un loup-garou et je trouvais ça assez sympa. On retourne au théâtre puisque j'ai lu la pièce de Samuel Beckett fin de partie. On est comme toujours avec Beckett sur du théâtre de l'absurde. Là encore, on défie les codes du genre, puisqu'en réalité, le principe des œuvres de Beckett, c'est qu'il n'y a pas de principe. On a des personnages qui se comportent pas du tout comme tels, l'intrigue est complètement inexistante, et en réalité, même les répliques ne nous éclairent pas beaucoup sur ce dont il est question. C'est un peu what the fuck, et comparé à Pirandello, on peut pas vraiment s'accrocher au dynamisme et à l'humour, puisque cette pièce est une pièce très lente, très immobile. Bref, Beckett avec ses pièces, il veut montrer la vraie vie, l'ennui, l'immobilisme de l'existence, tout un programme, et c'est ce côté un petit peu mitigé puisqu'on comprend pas vraiment ce qui se passe qui me fait placer la pièce dans la catégorie j'archive. Je comprends ce qui est dénoncé là-dedans, il y a un travail sur le langage qui est absolument incroyable, mais il se passe pas grand chose. Je veux dire, clairement on s'ennuie, mais c'est le but. C'est surtout un pied de nez au théâtre classique où il se passe toujours beaucoup de choses, où les personnages manquent clairement de réalisme, parce qu'ils sont toujours dans des histoires rocambolesques. Je vais vous montrer beaucoup de théâtre. C'est pas forcément qu'on a étudié
plus de théâtre qu'autre chose. C'est surtout que c'est les recueils de poésie et les romans que j'ai surtout vendus, donnés ou alors que j'ai pas vraiment lu. Je vais vous parler d'une autre pièce, française cette fois-ci. Il s'agit de Ubu-Roi de Jarry. On est ici sur une farce, donc on rigole beaucoup. Il y a énormément d'humour, parfois très graveleux. Il y a clairement des influences de Rabelais dans l'écriture. On va suivre le père Ubu qui est un roi tyrannique qui se moque complètement de ses sujets et qui préfère faire la fête, boire de l'alcool, manger, enfin bref, être tranquille. Et celle-ci, je vais la mettre dans J'archive. J'ai bien aimé, mais c'est pas une pièce que je vais relire. Et c'est clairement un humour, comme je vous l'ai dit, graveleux et too much. Et j'avoue que moi, au bout d'un moment, ça me gonfle pas mal. Ce qui explique pourquoi je suis pas une très grande fan de Rabelais non plus. On passe maintenant à une gigantesque pavasse, puisqu'il s'agit de La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. Pour le coup, pour l'instant, j'ai pas encore brûlé le livre. C'est le premier, clairement. On est sur un roman épistolaire, l'histoire n'est pas du tout originale. On a un précepteur qui va tomber amoureux de son élève, qui est une fille vertueuse, gentille, honnête, enfin bref, la fille parfaite, complètement ingénue. Et bah il va se passer plein de trucs puisqu'ils ne peuvent pas être ensemble, mais ils s'aiment quand même, mais en fait ils s'aiment plus, mais en fait ils s'aiment quand même. Et pour être très honnête, ce livre-là, je ne l'ai pas fini. C'est très long, le format épistolaire ne me convient pas du tout. C'est vraiment une forme avec laquelle j'ai vraiment du mal. Il y a des réflexions intéressantes, mais enrobées de rien quoi. Enfin de rien, non, puisque c'est pas comme Beckett, entouré de plein de trucs rocambolesques, d'amour, d'adolescents, etc. Non, franchement on brûle, on brûle. On retourne au théâtre et avec une pièce que clairement je mets dans la catégorie j'expose, Une maison de poupée d'Ibsen. On est sur un classique de la littérature scandinave, je pense que tout le monde connaît Ibsen, mais jusqu'à il y a 2 ans j'avais pas encore lu. Et franchement ça a été une super bonne surprise. On va suivre le personnage de Nora qui est mariée avec un homme avocat mais qui s'ennuie clairement dans sa vie. Ils ont 2 enfants et ils vont avoir pas mal de problèmes d'argent et ça va créer tout un tas de rebondissements. J'ai trouvé cette pièce hyper intelligente, hyper pertinente. Elle aborde selon moi avec brio et avec une grande modernité les relations conjugales mais aussi familiales, la condition de la femme et sa place dans la société et dans les affaires financières. Bref, j'expose, si vous ne l'avez toujours pas lu, lisez Une maison de poupée, c'est hyper court, ça se lit vraiment facilement et c'est génial. On passe à une autre pièce de théâtre, mais celle-ci je vais clairement la brûler et vous allez croire que j'ai réellement un problème avec les auteurs français. Athalie de Racine. Pour poser le contexte, je ne suis pas une vraie fan de tragédie, surtout pas de tragédie classique, mais j'avoue que Bérénice par exemple de Racine c'est une pièce que j'ai adorée. Mais celle-ci, une torture. Elle était au programme de l'agrégation et c'est pour ça que notre prof nous l'a fait étudier. Prof d'ailleurs que j'adorais, mais les cours de ce semestre, c'était nul. C'était abyssal tellement c'était nul. Pour être très honnête, je ne sais même plus de quoi ça parle, mais je sais que c'est une histoire de religion, de vengeance, mais non, il n'y avait rien, je sais pas quoi dire de plus, il n'y avait rien, j'ai détesté. On parlait de Rabelais tout à l'heure. Pantagruel et Gargantua. J'ai lu aussi, puisque j'ai un prof très fan de Rabelais, le tiers-livre. En fait, le problème avec Rabelais, c'est que c'est très intéressant à étudier, puisqu'il a une plume et un style vraiment particulier. Comme je vous l'ai dit, on part sur de l'humour très graveleux, du grotesque, de la farce. C'est vraiment sa marque de fabrique et il a vraiment un nom dans le domaine. Mais moi, ça me fait ni chaud ni froid et je crois que c'est même encore pire, c'est que ça m'énerve en fait. Là où je peux trouver Molière hyper intéressant, puisque je trouve que son humour est vraiment très fin et très cynique. Là, il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de cynisme. Donc je brûle. Après, c'est un très bon cas d'école. Donc peut-être que je pourrais l'archiver, mais pour d'autres personnes, pour qu'ils puissent l'étudier. Mais moi, dans ma bibliothèque, je le brûle. C'est bien parce qu'on enchaîne les flops. Marguerite Duras, L'Amant. J'ai dû aussi lire Un barrage contre le Pacifique. J'ai vraiment pas passé, je pense, 10 pages d'Un barrage contre le Pacifique, alors que L'Amant, j'ai dû en lire, allez, 50. Mais bon, c'était déjà trop. Je suis pas sensible à sa plume. Ses histoires ne m'intéressent pas, enfin bref. Marguerite Duras, ça a toujours été un gros flop, et je m'en cache pas. Donc on brûle. On retrouve la littérature médiévale, puisque je vais vous présenter le roman d'Alexandre. Il raconte de manière plus ou moins romancée les conquêtes et l'ascension d'Alexandre le Grand. Mais vu qu'on est en littérature médiévale, lié évidemment à des histoires de créatures magiques, de dragons, etc. Il est très long.
très très long. Il y a des passages qui m'ont beaucoup plu, notamment ceux où Alexandre le Grand est dans un espèce de sous-marin, enfin en tout cas il est sous l'eau et il va découvrir un monde merveilleux en dessous. J'ai trouvé ça trop cool, tout comme la scène avec le dragon. Il y a certains passages notamment de bataille qui m'ont un petit peu ennuyée. C'est pourquoi je vais faire un entre-deux et je vais le mettre dans j'archive. Je vais enfin vous présenter de la poésie. En fait j'ai qu'un seul recueil de poésie, je sais pas où sont passés les autres. On est sur le recueil de Du Bellay, Les Regrets, et celui-ci je le mettrai aussi dans j'archive. C'est son recueil de poèmes le plus connu, il y a notamment le sonnet qu'on connaît tous, Heureux qui comme Ulysse. On y raconte surtout des voyages, il y a une grosse influence de l'Antiquité. Bref, je l'ai trouvé assez sympa, assez intéressant. C'est pas un gros coup de cœur, mais pour de la littérature ancienne, moi qui suis pas forcément friande, bah j'ai bien aimé. D'ailleurs, je préfère Du Bellay à Ronsard. Mais Ronsard, on n'a pas fait d'œuvre complète. Mais de ce que j'ai vu, je suis quand même plus sensible et je préfère l'œuvre de Du Bellay. La dernière pièce de théâtre, il s'agit d'une pièce de Marivaux, donc c'est L'île des esclaves. Et là, c'est clairement j'expose. Marivaux, c'est un dramaturge que j'adore. Pour le coup, comme Molière l'a fait le siècle d'avant, je trouve que son humour est très fin. On est sur une pièce qui raconte l'histoire d'un naufrage, des relations qui vont se tisser entre les personnages, puisqu'on a un groupe de valets et un groupe de maîtres. Sauf que sur cette île, la dynamique entre les personnages va s'échanger, puisque les valets vont devenir maîtres et les maîtres vont devenir valets. C'est hyper drôle, c'est hyper enrichissant, il y a un vrai message, et d'ailleurs les pièces de Marivaux sont hyper engagées. Celle-ci parle donc des rapports de domination, des classes sociales, etc. Mais beaucoup d'autres pièces de Marivaux vont par exemple explorer les rapports entre les hommes et les femmes. Bref, Marivaux, un auteur que j'affectionne énormément, et L'île des esclaves, je pense, fait partie de mon trio de tête de ces pièces. On a terminé pour mon classement de mes lectures de licence. Je rappelle, là je n'ai parlé que des œuvres intégrales que j'ai toujours en ma possession, donc il y en a eu plein d'autres que j'ai plus ou moins oubliées, mais je trouvais que cet échantillon était quand même assez intéressant à analyser. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont les lectures qui vous ont marqué dans le bon et dans le mauvais sens dans vos études de lettres ou alors dans votre scolarité, que ce soit au collège ou au lycée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et si vous faites des études de lettres, à aller regarder les autres vidéos de ma playlist du guide de survie des études de lettres. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos, et en attendant la prochaine, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Salut!